Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end parce que c'est la fin de... Enfin, que vous allez passer, pardon, un bon week-end parce que c'est la fin de la semaine et que vous avez passé une agréable semaine. Je reviens sur des choses d'actualité de la semaine, sur ce que j'ai entendu dire au gré des discussions, là où mon oreille traîne et puis voilà. La première chose, c'est sur le Zambèze. J'ai entendu dire que le Zambèze ne coulait plus, que c'était une catastrophe écologique, c'était dû au réchauffement climatique. Alors je suis allé faire mes petites vérifications, effectivement, il y a eu un article d'une dame de Sky News, média britannique, qui a fait une publication en expliquant, en prenant des photos, en montrant une paroi sèche d'une cascade du Zambèze, en disant oui, vous voyez, il ne coule plus. Sauf que ça a fait réagir les réseaux sociaux, ou en tout cas les gens sur place qui ont posté à travers les réseaux sociaux en disant on ne comprend pas ce que c'est que cet article parce que le fleuve Zambèze continue à couler, regardez, on est là en direct, ça coule. Et pourtant l'article dit que ça ne coule plus. Donc quelques médias français sont, enfin en tout cas en France on a vu, enfin qu'est-ce que je veux dire, il y a des médias on va dire officiels, et ça s'appelait toujours aux gens par rapport aux médias dissidents, donc LCI, etc., qui font des publications, qui sont revenus sur cet article en disant oui c'est maladroit effectivement, comment elle a fait, elle a pris la photo dans un certain angle, avec une certaine perspective pour montrer que le fleuve était à sec alors que oui il continue à couler. Mais l'idée c'était de dénoncer le fait que le débit soit bas. Bon, pourquoi pas. Mais encore une fois c'est malhonnête, c'est malhabile. Parce qu'on est quand même dans une société où tout va très vite et finalement, c'est pas que la vérité finit par éclater, mais c'était un mensonge un peu grossier. La problématique, c'est que ce qui restera dans la tête des gens, c'est que le fleuve ne coule plus, que c'est une catastrophe, alors que c'est tout à fait logique en cette saison. Photo pris courant novembre, fin novembre, postée début décembre, c'est la saison la plus sèche, c'est la fin de la saison sèche dans cet endroit-là du monde, et traditionnellement, le débit du fleuve Zambèze est sec. Mais le mal étant fait, les gens pensent que le fleuve a disparu, il n'a pas disparu, c'est tout à fait classique de cette époque de l'année. Donc on voit bien encore une fois comment on fait le buzz, comment on donne des informations partielles et partielles dans la presse, et les dégâts sont faits, le buzz est fait, tout le monde est content. Donc je voulais revenir sur ça. La deuxième chose que j'ai entendue aussi au gré de mon oreille qui traîne, c'est oui, la couche d'ozone, réchauffement climatique, faut faire attention, je sais pas quoi. Bon. Plusieurs choses. Rapidement, je vais juste te dire que la couche d'ozone est en largement meilleure santé que ce qu'elle a été par le passé, depuis les années 80, depuis qu'on a arrêté d'émettre tout ce qui était aérosol. Donc ces particules qui amincissaient la couche d'ozone qui est présente donc, dans la stratosphère et qui nous protège des rayons ultraviolets. Donc elle est en voie de reconstitution, les trous sont en train de se combler, hein. En tout cas on a un épaississement de la couche d'ozone, une réduction de ces trous, donc trous qui étaient bien, enfin qui sont visibles au-dessus de l'Afrique du Sud, le pôle Sud, l'Australie, et là on tend vers quelque chose d'excellent à ce niveau-là, donc pour tout ce qui est absorption des rayons ultraviolets. Certains modèles prévision disent que d'ici 2030 à 2050, il n'y aura plus aucun trou dans la couche d'ozone. Alors, la discussion, c'était pas ça, la discussion, c'était de dire, mais quel rapport avec le réchauffement climatique? En fait, il n'y en a pas vraiment, le réchauffement climatique n'a pas d'influence sur la couche d'ozone ou autre. La seule chose qu'on peut dire, ça va pas être évident à l'expliquer, c'est que la couche d'ozone, en se reconstituant, certaines études expliquent que elle pourrait plus renvoyer donc les rayons ultraviolets en direction de l'atmosphère, de l'espace, donc contribuer à modérer, entre guillemets, le réchauffement. Ce qu'on appelle vulgairement le réchauffement climatique. En fait, on voit bien que c'est pas aussi simple que ça, parce que d'autres études disent que oui, mais au niveau du pôle sud, ça pourrait accentuer l'effet de serre, que quand la couche d'ozone s'amincit en altitude, la stratosphère, c'est l'endroit où elle protège des rayons ultraviolets, les particules d'ozone, l'ozone a tendance à augmenter dans les basses couches de l'atmosphère, et que là, ça devient un gaz à effet de serre. Donc, vous voyez, encore une fois, on ne sait pas trop ce qu'on peut dire. Vous entendez souvent parler de pollution à l'ozone à Paris en été. Ça vient du fait que c'est un mélange entre les particules d'origine organique et les particules dégagées par tout ce qui est voitures, camions, etc. Donc cette combinaison plus un fort ensoleillement, les rayons du soleil, lorsque vous n'avez pas beaucoup de vent, pas beaucoup de brassage atmosphérique, ça donne une transformation physique qui donne de l'ozone. Alors l'ozone qui dans les basses couches de l'atmosphère, au bout d'une certaine concentration, est considéré comme un polluant et dit toxique pour l'être humain. Voilà pour la couche d'ozone, donc il va plutôt bien, c'est une bonne nouvelle. Je finirai avec les discussions de la semaine en disant que j'ai discuté aussi il y a 2 jours avec un ami qui me disait oui mais c'est bien la transition écologique, je sais pas quoi, de toute façon tu sais la viande il n'y en aura bientôt plus, tout ça. Bon, ok, pourquoi pas.
Chacun mange ce qu'il veut. S'il estime que pour sa santé c'est mieux de manger de la verdure, vegan, bio, etc., pourquoi pas. Encore une fois, il y a quelque chose de malsain là derrière, c'est que, non pas que ce soit bien spécialement de manger de la viande ou pas, c'est que effectivement la viande devient de plus en plus chère, il y a de plus en plus de consommateurs sur la planète, la démographie mondiale augmente. Mais en fait c'est tout bénef, parce que vendre la viande de plus en plus chère, parce qu'avec des circuits de production de plus en plus chers, c'est finalement toujours les mêmes qui s'en mettent plein la poche, c'est les industriels. Ça permet aussi de culpabiliser les petits gens, et ça permet aussi en parallèle d'additionner tout ce qui est filière verte en fait, hein, le bio, le vegan, développer tout ce qui est les filières végétales, le fruit, etc., etc. Et ça a un coût aussi, quoi qu'on en dise, et c'est des filières industrielles qui sont énormes, et c'est sur ça que jouent les industriels, les très très grosses entreprises. Donc en fait elles s'en mettent plein les poches, et de ce côté-là, parce qu'il faut des, je sais pas quoi, des brevets, il faut des nouvelles normes, il faut cultiver des nouvelles terres, etc. Et pendant ce temps-là, on fait croire entre guillemets, ou en tout cas voilà, le prix de la viande augmente de toute façon de manière naturelle, hein, ou artificielle, artificielle ça veut rien dire, par le biais de la population qui elle augmente de manière naturelle. Donc voilà, tout cela étant dit, faut pas. En tout cas pour cette histoire de végétaux et de viande, il y a encore une histoire de gros sous derrière. Je vais finir avec un petit point rapidement sur le GIEC. Qu'est-ce que je voulais vous dire sur le GIEC? Oui, qu'il existe une énorme différence entre ce que vous entendez dans les médias et ce que contiennent les rapports eux-mêmes du GIEC. Je parle de la partie scientifique et non le résumé pour les décideurs, qui est un document politique, et c'est le seul qui est réellement lu. Alors, simplement la distinction entre les 40-50 pages comment on dit, de ce que les scientifiques pondent en fait, hein, sur toutes leurs analyses, leurs études, etc. Et puis après vous avez un résumé qui est fait pour les décideurs. Donc ce que vous allez voir dans les médias, c'est 70 pages qui sont concentrées sur 3 lignes. On sélectionne ce qu'on veut, on le modifie à foison. Donc, et puis personne, ni moi ni vous, les personnes lambda, allons nous amuser à décrypter. On n'a pas le temps, puis on n'a pas envie 50 pages en anglais d'études avec tout ce que ça comporte, ces études, tout le vocabulaire assez technique qui n'est pas fait pour le profane, etc., etc. Donc on s'amuse juste à lire ce qui est dans les médias en disant amen, c'est bien. Par exemple, le GIEC parle d'une augmentation de la température de la Terre de 1,5 degré à 4,5 degrés à l'horizon 2100, par rapport à la période pré-industrielle. On a même des nouvelles études, des nouvelles études du GIEC. Je rappelle, le GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. En fait, je rajouterai d'experts sélectionnés par les instances politiciennes intergouvernementales, donc entre les gouvernements, donc ceux qui leur vont bien, avec des sous qui sont donnés à ceux qui donnent la bonne parole. Donc la catastrophe, et les autres sont virés, dégagés, limogés premièrement. Et j'ai dit groupe, qui décide en fait juste sur, enfin c'est même pas qui décide, il n'y a pas encore une fois pas de discussion possible, c'est la catastrophe, hein. Tous les gens qui tempèrent ou qui disent qu'il n'y a pas de catastrophe sont dégagés. Donc c'est pas un débat, c'est une conclusion en disant juste qu'est-ce qu'on doit faire. On doit taxer les gens, on doit les faire penser différemment, les faire consommer différemment, et tout ça c'est bien pour tous nos amis les industriels, pour toute une histoire de gros sous, de taxes carbone, décarbonées. Ça fait une superposition de la transition écologique, parce qu'on nous parle de transition écologique, mais encore une fois on est malhonnête, parce que il n'y a pas une baisse de la consommation de tout ce qui est énergie fossile, non renouvelable, hydrocarbures, etc. Il y a une superposition, donc ça va redistribuer les cartes au niveau de la géopolitique. On va commencer à aller peut-être à emmerder d'autres pays, parce que en Afrique il y a d'énormes réserves, je crois, de cobalt, le lithium il est je sais plus où, enfin tout ça, ça sert pour maintenant tout ce qui est stockage, tout ce qui est batterie électrique. Donc on va avoir encore les industriels, et on n'en parle pas, mais qui vont encore pouvoir grassement se servir, et on va les faire chier, embêter de nouveaux pays pour encore une guerre de l'énergie, parce que toujours plus d'énergie, toujours plus de technologie. Donc on n'est pas sur une transition, on est sur une superposition et du fossile et de ce qu'on appelle transition écologique. Transition écologique qui n'est pas écologique, parce que batterie, ça demande d'aller dans ces pays, de faire des extractions de mines, de développer ces énergies, ces technologies, donc qui ont un coût, qui sont coûteux même en énergie fossile finalement, et qui sont polluantes au final. Donc du blabla comme d'hab, mais bon. Donc je vous disais, augmentation de 1 degré à 4,5, certains modèles 7 degrés, donc la folie par rapport à la période pré-industrielle. Donc on voit bien déjà qu'il y a une incertitude énorme dans ces prédictions. Si on prend la fourchette basse, environ 1,5 degré, donc qu'on y retranche ce qui est communément admis comme 0,6-0,8 degrés d'augmentation depuis cette ère pré-industrielle, on n'a plus qu'un demi-degré.
d'augmentation des températures en 2100. Et il y a beaucoup de raisons à ça et de penser qu'on pourrait être dans cette tranche-là d'augmentation, donc pas de quoi faire tant d'alarmisme. De plus, le GIEC, incapable de démontrer un quelconque impact négatif de cet hypothétique changement, c'est reconnu par la NASA, par le GIEC qui disent qu'il n'y a pas plus de catastrophes qu'avant, même par Météo France qui a fait un joli article récemment qui est consultable sur son site. Donc moi, quand je vois un article qui dit que les 2 épisodes méditerranéens qui sont passés dans le Var il y a 2 semaines, c'est dû au réchauffement climatique, peanuts, hein. Est-ce que le journaliste sait comment ça se déroule un épisode méditerranéen? Est-ce qu'il sait qu'il faut qu'il y ait une goutte froide positionnée sur la péninsule ibérique, une descente d'air froid qui arrive du nord de la France, donc une confrontation de masse d'air entre cette goutte froide, cette descente d'air froid, donc des centres d'action météo qui soient placés d'une certaine manière, et on a automatiquement un épisode méditerranéen. Mais non, mais eux, ce qui les intéresse, c'est foutre du réchauffement climatique partout, ça n'a rien expliqué à personne. Parce que c'est très chiant, c'est trop compliqué, et ça permet de faire le buzz, ça permet d'alimenter cette surenchère, et apparemment il y a des gens derrière ça qui tiennent les rênes sur ça. Donc tous ces impacts supposés dans la fabrication médiatique élaborée à partir d'une idée de possibilité, mais ne sont finalement ni démontrés et encore moins observés. Je rappelle que depuis la fin du XVIIe siècle, sorti du puits-stage glaciaire, le climat a donc commencé à se réchauffer avant qu'il y ait ces histoires de CO2 de toute façon. Je rappelle aussi que qu'au XIIe, XIIIe siècle, on a eu un optimum médiéval, période plus chaude, j'en parle souvent, et que c'était une période assez faste pour nous, les Européens, et pour certaines civilisations. Donc la hausse du CO2 aussi, il faut le dire, a conduit à une hausse du verdissement de la planète et de la productivité agricole. Encore une fois, la NASA a 14% de reverdissement de la planète, donc de biomasse végétale disponible en plus depuis les années 80, alors qu'on nous dit oui, la forêt amazonienne, etc. C'est du buzz qui a été fait au mois de septembre, avec encore des petits mensonges qui ont été relayés sur les réseaux sociaux, mais c'est pas grave, parce que finalement c'est pour faire prendre conscience aux gens, donc il faut exagérer, mentir, etc. Sauf que chaque année, la forêt amazonienne, il y a du brûlis, que de l'intérieur c'est impossible de la faire cramer parce que trop d'humidité, et que même la consistance des végétaux en eux-mêmes sont faits pour ne pas brûler. Comment on appelle ça, je sais plus, les différents étages de la forêt, la canopée, etc. Et elle-même est constituée de manière à ne pas prendre feu. Mais bon, donc et en plus, les années d'avant, on observait une baisse de la déforestation de la forêt amazonienne. Effectivement, cette année, il y en a eu un peu plus, mais beaucoup moins qu'il y a une quinzaine, vingtaine d'années, mais ça a fait le buzz et catastrophe. Et Leonardo DiCaprio qui monte au créneau, je sais pas quoi, enfin bon, comme d'hab. Assez comique. Donc, je vous disais, hausse du CO2, la planète qui reverdit plus. D'ailleurs, vous savez, les agriculteurs, dans les serres, ils injectent souvent du CO2 parce que ça permet d'accroître le rendement et surtout la vitesse comment on appelle ça, de productivité, pas de productivité, mais de pousse des végétaux qui sont cultivés sous serre. Je finirai en vous disant que l'impact du CO2, que la présence du CO2 dans l'atmosphère, c'est 0,04% des gaz à effet de serre, donc 9 fois moins de pouvoir absorbant de radiation thermique que la vapeur d'eau, par exemple, à molécules égales, que la vapeur d'eau, que cette dernière est concentrée 25 à 75 fois plus dans l'atmosphère que son homologue le CO2, donc vous avez 25 à 75 fois plus de vapeur d'eau que de CO2 simplement dans l'atmosphère en fonction des régions, et que une molécule de vapeur d'eau, ça a 9 fois plus d'impact sur un effet de serre qu'une molécule de CO2, et qu'il y a d'autres gaz qui concourent à l'effet de serre, comme le méthane par exemple. Mais on parle toujours du CO2 parce que c'est un gaz politique, c'est un gaz qu'on utilise tous les jours, c'est un gaz intéressant sur lequel on va pouvoir vous taxer, vous parler de nouvelles consommations, donc je vous disais tout ce qui est électrique, etc. Donc pouvoir faire augmenter les coûts en sanctionnant ceux qui ont des grosses bagnoles, je sais pas quoi, ceux qui consomment plus, en vous disant c'est pas bien, faites d'une autre manière, etc. Donc toujours une histoire de gros sous, plus c'est taxes. L'impact du CO2 est évalué à 1% dans le total des flux énergétiques dans le système climatique qui lui-même est connu avec une précision de 1 à 2%. Donc, on ne sait pas trop en fait. L'impact du CO2 semble noyer dans d'autres facteurs beaucoup plus importants. Monsieur Roy Spencer, climatologue, météorologue de l'université d'Alabama, qui a fait plein d'études sur le sujet, qui est considéré maintenant comme climato-sceptique. On ne vous en parlera pas en France parce que c'est un Américain, il fait des publications en anglais, puis c'est la mauvaise voie, mais il a dirigé plein d'équipes de recherche sur différentes choses, sur tout ce qui est flux énergétique. Enfin, c'est une tronche, comme on dit, il y en a plein de tronches, de toute façon, c'est pas le souci. Lui, il estime qu'en gros, le CO2, sur tout ce qui est flux énergétique, donc relation terre, soleil, redistribution à travers l'atmosphère, à travers les courants océaniques, etc. Donc, si on parle que de CO2, c'est 1
1 250e d'influence sur le flux énergétique. Donc en vulgarisant à l'extrême, on pourrait dire si la planète demain prenait 250 degrés, on pourrait attribuer une part maxi de 1 degré pour le CO2. Ça vous donne un petit peu l'idée de l'impact sur le CO2 et qui est complètement à déraison par rapport à tout le cirque qu'on fait avec. On construit donc des modèles sur le climat complètement irréalistes en partant de l'idée qu'il est stable par construction. Le climat n'est jamais stable, il se refroidit, il se réchauffe, ça a toujours été ça. Je vous ai parlé de optimum médiéval, de petit âge glaciaire. Sachez qu'on est en période interglaciaire et que par le passé, la Terre a déjà été beaucoup plus chaude que maintenant et aussi plus froide. Le CO2 d'origine humaine avec une sensibilité, qu'on construit des modèles je vous disais, dans ces modèles, on prend comme, comment je pourrais vous dire ça ? On perturbe le climat dans ces modèles avec le CO2 en y donnant une sensibilité au minimum du double de la réalité observée jusqu'à maintenant. On utilise cela comme preuve que le CO2 est le seul facteur dans le réchauffement du climat qui est lui-même composé d'une infinité de facteurs. Il est encore une fois malhonnête de dire que le climat doit juste réchauffer. Non, s'il se réchauffe, il va faire aussi plus humide parce que plus de chaleur, plus d'humidité contenu dans l'atmosphère et surtout plus de chaleur, plus d'évaporation. Évaporation de la part des océans et évapotranspiration de la part des végétaux. Donc mécaniquement, il y aura des régions, c'est même pas qu'il y aura des régions, c'est qu'il y aura plus d'humidité sur la planète. Il peut y avoir des régions localement qui soient plus sèches, mais globalement, on ira encore vers un climat qui sera plus humide. Plus la Terre est chaude, plus elle est humide, plus elle est froide, plus elle est sèche. C'est comme ça, salut, ciao.